Les amis, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris le temps de répondre à toutes vos questions. Vous m'en avez posé de nombreuses et certaines très salées. Je vais donc y répondre tout de suite. Le cadre est un petit peu différent. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce truc. Pour moi qui aime la technologie, les amis, c'est un régal, c'est un plaisir. Bon alors déjà, les amis, je dois vous le dire, vous avez été très nombreux à me dire qu'est-ce que tu penses de tel projet, de ci, de là, des projets qui viennent, qui demandent un avis sur leur token et qui font liker toute la commu. Je ne peux évidemment pas répondre, tout simplement parce que quand je ne connais pas le projet ou que je n'ai pas d'avis particulier, je ne peux pas vous répondre sur ma position vis-à-vis d'un projet que je ne connais pas, évidemment. Première question, pour le coup intéressante parce qu'elle est revenue quelques fois. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des crypto-monnaies sur un portefeuille et qu'il vous arrive quelque chose? Eh bien, si vous venez à décéder, c'est très simple, personne ne peut accéder à vos fonds. Je dis bien personne. À partir du moment où vous détenez vos crypto-monnaies sur votre propre clé privée, ce qu'on appelle de la self-custody, je ne parle pas d'un exchange ou d'une application connue ou régulée, je vous parle bel et bien de votre propre crypto-monnaie, le concept c'est que personne d'autre ne puisse y accéder. Donc soit vous avez éduqué des personnes de confiance autour de vous, soit vous avez par exemple partagé votre seed, la phrase de sauvegarde et de récupération de votre portefeuille en différentes personnes de confiance qui vont pouvoir se rassembler et réunir vos fonds s'il vous arrive quelque chose. Sans ça, sans éducation, personne ne pourra récupérer votre crypto-monnaie. Si c'est sur une plateforme d'exchange, la personne qui va par exemple être désignée par votre testament va pouvoir fournir des documents et récupérer ce qui vous appartient parce qu'elle va récupérer votre capital et donc vos actifs. Malgré tout, si c'est en self-custody, si c'est dans un portefeuille crypto, c'est le concept même, personne ne pourra y accéder. C'est donc à vous de prendre les mesures nécessaires et d'éduquer les bonnes personnes, en l'occurrence des personnes de confiance. Il existe des débuts de solutions, des débuts de réponses, comme par exemple l'outil que propose Ternoa, Time Capsule, qui vous permet par exemple de mettre de la crypto-monnaie dans une capsule et de régler des paramètres pour que la capsule soit envoyée à une certaine adresse dans tant de temps ou si X ou Y conditions sont réunies. Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite et de réponse universelle à la question que vous venez de poser. Quel avenir pour les NFT? J'ai eu quelques questions sur les NFT. Quel avenir? Je ne suis pas capable de répondre, déjà parce que je ne vois pas l'avenir, évidemment, mais je suis prêt à m'engager et je pense réellement que dans le futur, les NFT, donc tout ce qui est non fongible, l'unicité numérique qu'apporte la blockchain, va permettre de s'identifier partout. Que ce soit pour voter, que ce soit votre passeport, que ce soit pour accéder à différents sites internet ou même au monde du Web3, je pense vraiment que le premier gros usage qui va devenir universel autour des NFT, ce sera l'identification unique. Pour avoir un maximum de sécurité, on dit qu'on doit avoir 3 éléments. Ce que je sais, ce que je suis et ce que j'ai. Par exemple, une clé, ce que vous avez. Un mot de passe, ce que vous savez. Et ce que vous êtes, ça peut être par exemple votre iris ou encore votre ADN. Je dis un exemple tout bête pour illustrer mes propos. Je pense qu'avoir un NFT qui prouve votre unicité numérique comme une clé numérique finalement, avec un mot de passe et idéalement sur une clé où on doit fournir une empreinte numérique ou quelque chose à la Face ID d'Apple, le mélange des trois vient donner une vraie sécurité, le niveau maximum d'identification et d'authentification sur Internet. Et je pense que ce sera l'un des gros usages évidents des NFT que l'on va voir de plus en plus devenir de vrais usages et donc on utilisera la blockchain sans même en avoir conscience. Quelle est la prochaine crypto qui va faire x1000? Eh bien autant vous dire que j'aimerais bien le savoir. Bromano qui nous dit, est-ce que c'est compliqué de parler de crypto ou d'un projet sans être accusé / suspecté d'avoir quelque chose à y gagner? Alors c'est quelque chose de délicat, surtout en France. Après, il y a une réalité. C'est vrai que naturellement, quand une personne parle d'un projet crypto, si ce projet a un token, pourquoi parler d'un projet qui nous plaît, qui nous excite, et ne pas y croire suffisamment pour investir dedans? C'est l'éternelle question. Est-ce qu'on perd en agnosticité en parlant d'un projet si on en a? Parce que naturellement, nos biais vont nous pousser à en dire du bien. Et à l'inverse, est-ce que vous voudriez avoir quelqu'un qui vous dit du bien d'un projet qu'il adore mais qui n'en veut pas dans son portefeuille? Les deux positions se valent. Je pense que le plus important, c'est la transparence et c'est le fait que quand je vous parle d'un projet, si moi j'en ai, je le dis en toute transparence. Maintenant, si ta question c'est est-ce que c'est difficile de parler d'un projet sans être accusé ou suspecté d'en avoir? La plupart du temps, moi je dis ouvertement que j'en ai, donc on va pas m'accuser ou me suspecter parce que c'est très clair. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je parle de quelque chose et que je ne précise pas si c'est sponsorisé ou non, et ça m'arrive d'aborder ou de citer des projets sans en avoir pour autant, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire « je suis sûr que t'en as et t'es en train de chiller ton bag ». Ça fait partie du jeu. Mine de rien, le monde des crypto-monnaies, c'est le monde de l'argent. Mes vidéos ne sont pas des vidéos de traders professionnels ou de conseils en investissement. J'essaye de fournir de l'éducation. Je vous parle de mes convictions. Et naturellement, il y a évidemment un risque financier quand vous allez utiliser vos propres fonds. Je pense que c'est ça le plus important. Les gens doivent le savoir. Vous devez consulter du contenu en connaissance de cause. Maintenant, le fait que la communauté et le fait qu'il y ait toujours une petite personne pour dire « je suis sûr que si t'en parles, t'en as », même quand c'est pas le cas,
C'est l'être humain et les comportements sont pas prêts de changer du jour au lendemain. Que penses-tu de la réputation des Français dans les cryptos? On entend souvent dire que les Français sont des scammers, que les projets français ne marchent pas, ou pour la plupart du temps jamais, et que la commu est toxique. Alors, elle est dure cette question les amis. Déjà, commu française, qu'est-ce que ça veut dire? Rien que dans ma communauté, la communauté Hasher, j'ai plusieurs communautés. Il y a la communauté silencieuse de plus de 40-45 ans qui me suit principalement sur YouTube et qui est la plus nombreuse. Il y a ma communauté crypto, la plus active, on la retrouve principalement sur Twitter. Et j'ai également une communauté de personnes qui viennent de temps en temps, qui regardent une ou deux vidéos, mais qui sont pas très à jour et qui ne suivent pas toute l'actualité crypto, et généralement ça va être sur TikTok, sur Instagram et de temps en temps sur YouTube. Donc c'est compliqué de répondre. Je ne pense pas qu'on doit cibler que ma communauté dans cette question. De ce que je comprends en lisant ton commentaire, tu parles plus de la communauté crypto-active, et la communauté crypto-active, on la retrouve sur Twitter. Oui, je pense que la communauté crypto FR est particulièrement toxique parce qu'en réalité, elle donne beaucoup, elle soutient énormément, mais elle reprend aussi vite l'amour qu'elle a donné. En tout cas, c'est comme ça sur Twitter. Donc globalement, c'est très virulent, c'est un peu à l'instar des cryptos, c'est sur les réseaux sociaux, donc ça peut faire mal quand on est influenceur, mais de manière générale, la communauté est également là pour soutenir les bonnes initiatives et elle sait vraiment fournir du soutien quand c'est nécessaire. Par contre, petit commentaire que je me permets quand même sur Twitter, la communauté aime le sang. Qu'il y ait un problème ou non, qu'il y ait vraiment quelque chose à montrer du doigt ou non, quand c'est trop calme depuis un moment, et puis surtout en bear market, la communauté va chercher du sang, et donc quand elle peut tirer dans les pattes de quelqu'un ou tirer sur une ambulance, elle va le faire. C'est rude, mais ça fait partie du jeu. La France est petite, il n'y a pas trop de projets. Et donc, naturellement, on n'a pas de gros storytelling. On en a, il y a des entreprises en France, mais si on prend le top 20, top 30, top 50 de CoinMarketCap et des crypto-monnaies qui existent, c'est vrai qu'il y a peu de Français. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Un mélange entre la régulation, entre le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui soient partis à l'international. Bref, j'ai pas de réponse exact pour cette question. Je ne pense pas que les Français soient particulièrement à la bourre. Il y a du génie français, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours sur le territoire en tout cas. Alors cette question me plaît, elle parle de ce fameux cycle. Est-ce qu'il va y avoir une adoption massive? Est-ce qu'il va y avoir un super cycle? J'en sais rien. Ce qu'on entend de super cycle, en tout cas dans la tête des gens qui regardent cette vidéo, c'est une méga hausse, une méga explosion. Ce que je pense très honnêtement, c'est que plus le temps passe, plus Bitcoin est connu, plus ça va être dur de faire x10 sur les personnes qui le découvrent, naturellement, parce qu'il y a déjà énormément de gens qui savent ce que c'est. Donc d'un point de vue de la volatilité, plus il y a de volume, plus c'est stable, plus c'est gros, moins ça va faire x1000. C'est ce qu'il faut retenir. Il y aura toujours des jeunes projets, évidemment, qui sont toujours très risqués, mais sur Bitcoin et sur Ether, on peut voir des hausses folles. Je ne pense pas qu'on reconnaîtra des multiples comme on a pu en connaître en 2017. En tout cas, sur ces plus gros actifs. Il faudra aller sur des plus petites crypto-monnaies et prendre plus de risques pour essayer de le retrouver à nouveau. Malgré tout, je pense que ce cycle peut changer. Déjà parce que même s'il n'y aura pas autant de multiples que dans le passé, il va y avoir une arrivée massive et évidente de personnes qui utiliseront la blockchain sans peut-être même s'en rendre compte, parce que ça va devenir petit à petit évident, et dans l'ordinateur, le portefeuille ou le téléphone de tout le monde. Mais l'autre point de vigilance que je voudrais apporter, c'est que ça y est, il y a des institutions. C'est-à-dire que là où on s'attend à une phase où il y a tout le monde qui s'intéresse aux crypto-monnaies comme on l'a eu en 2021, où tout le monde en parle, une espèce de vraie euphorie de bull run, aujourd'hui, il y a des grandes institutions, il y a Wall Street, et vous l'avez vu. Même si tout le monde ne parle pas des crypto-monnaies et n'a pas Bitcoin au bout des lèvres comme en 2021 et en 2017, le prix est déjà particulièrement haut. Ce qui veut donc dire que même si tout le monde s'intéresse aux cryptos et même si tout le monde en parle, les institutions et quelques grands groupes pourront à eux seuls vendre et faire baisser violemment les prix. À ce moment-là, on risque d'avoir réellement un cycle différent et des réactions comme on n'en a pas connu jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que je suis en France et j'accepte de payer 30% d'impôts sur la plus-value de mes crypto-monnaies et non pas dans d'autres pays comme par exemple le Luxembourg? Pourquoi cette question? Parce que je suis juste à côté, j'habite à Metz, donc je suis à 25 minutes du Luxembourg, sachant qu'au Luxembourg, on peut payer 0% d'impôt sur ses plus-values en crypto si on les a détenues suffisamment longtemps. Alors écoutez, c'est une question que je vais me poser, je pense, une grosse partie de ma vie. Pour l'instant, j'ai commencé en France, j'ai grandi en France, je suis français. J'estime que 30% c'est correct. J'estime qu'il faut payer de l'impôt, qu'il faut participer à ce système, que c'est normal vu certains avantages que le pays nous offre, et que 30% d'impôt, c'est honnête. Si on m'avait dit 60, 70, là, ce serait punitif. Là, j'estime que ce serait plus rentable de prendre des risques aussi gros que la crypto-monnaie nous fait prendre, si c'est pour donner 60 à 70% de ce que l'on peut gagner au gouvernement. En attendant, j'estime que 30%, c'est une part équitable des choses. C'est la flat tax. C'est évidemment trop pour certains, pas assez pour d'autres. Peu importe, le sujet n'est pas là. En attendant, j'ai le gros de mes entreprises, de mes collaborateurs qui sont en France et je me suis dit que tant que je resterai là,
je jouerai le jeu correctement. Ça changera peut-être à l'avenir, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. En attendant, sur ma fiscalité personnelle, pour l'instant, ça me convient. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant en France qu'on n'a pas dans d'autres pays, c'est le fait que quand on échange un stablecoin contre une autre crypto-monnaie, ça reste crypto-crypto. Et donc, ce n'est pas une plus-value de cession imposable. On paye donc son impôt quand on revient à l'euro, quand on enregistre des bénéfices, et on garde une certaine flexibilité quand on reste en crypto. Et ça, je trouve ça très attractif. Comment trouver du travail dans le Web3? Alors, j'ai fait une vidéo dessus, elle est assez vieille, mais elle est toujours d'actualité. Dans cette vidéo, je vous explique que, quel que soit votre travail et vos compétences aujourd'hui, vous pouvez apporter quelque chose au Web3. Le Web3 est une surcouche technologique, c'est comme Internet. Donc, vous pouvez être dans la musique et vous lancer dans Internet. Vous pouvez être dans le sport et avoir besoin d'une technologie web. C'est pareil dans la blockchain. Il n'y a pas que des développeurs et que des financiers. La blockchain s'applique à énormément de domaines et il y a sûrement une entreprise de votre domaine d'expertise qui a, de près ou de loin, des intérêts dans la blockchain. Le premier angle de réflexion que vous devez avoir, c'est quelles sont vos compétences. Et ensuite, quels sont les projets blockchain de votre écosystème qui ont besoin de vos compétences. Et à ce moment-là, vous allez voir que ce n'est pas toujours une question de formation blockchain, c'est parfois plus une question d'écosystème et d'entreprises qui recherchent des compétences très précises comme la vôtre. Et même les sociétés qui sont dans la blockchain et qui sont purement dans un segment financier, comme par exemple notre entreprise Meria, quand on va chercher quelqu'un dans le domaine de la communication, c'est des expertises de marketing et de communication qu'on va chercher, pas forcément des expertises financières. Donc vous avez peut-être votre place dans une entreprise crypto, même si vous n'êtes pas formé à la blockchain aujourd'hui. Après, c'est sûr que si vous êtes un développeur axé blockchain et que vous connaissez très bien l'écosystème et ses pratiques, vous allez gagner du temps et ce sera plus facile de trouver une place qui vous correspond. Des questions techniques. Alors cette première question, c'est sur l'explosion du nombre de Layer 2. Est-ce que ça pourrait finalement dévaluer et faire perdre un petit peu d'intérêt à la blockchain Ether? Je ne pense pas. Encore une fois, affaire à suivre. Ça va dépendre plutôt des Layer 1 qui se développent, mais par définition, toutes les Layer 2 qui s'articulent autour d'Ether ont besoin d'Ether pour fonctionner. Il y aura peut-être un peu moins de transactions à terme, mais pour le coup, je ne vois pas comment un grand nombre de Layer 2 peuvent dévaloriser un Layer 1 comme Ether, au contraire. Par contre, est-ce qu'il y a des Layer 1 qui un jour vont proposer des substituts suffisamment puissants pour qu'on se détourne d'Ethereum? C'est possible, mais pour l'instant, ils galèrent plutôt et il n'y a pas trop de succès dans les Layer 1, en tout cas pas d'aussi gros qu'Ether lui-même, même si Solana et quelques autres gros coins sont toujours présents dans le top 50 CoinMarketCap. Est-ce qu'il n'y a pas une centralisation dangereuse sur Bitcoin? Je vais être franc, c'est très compliqué de répondre. Ensuite, quand on parle de centralisation sur un réseau, ce qu'il faut comprendre si vous êtes débutant, c'est que c'est la hantise de tous les réseaux décentralisés. Le but, c'est qu'une blockchain soit dirigée par ses utilisateurs, pour ses utilisateurs, et qu'il n'y ait pas une personne qui contrôle le réseau. Évidemment, c'est compliqué parce qu'on peut centraliser un réseau à différents niveaux. Ça peut être la centralisation si une seule personne détient le gros des jetons de cette crypto-monnaie, la centralisation en l'occurrence sur Bitcoin des mineurs, c'est-à-dire de la puissance de calcul qui vient sécuriser les blocs, mais ces mineurs utilisent un logiciel, ce qu'on appelle une pool de minage, et si les mineurs sont décentralisés mais ils utilisent tous le même logiciel, eh bien ça peut recentraliser la puissance, etc. etc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes couches et différents risques de centralisation. C'est donc toujours difficile de les évaluer. La bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt transparent, c'est-à-dire qu'on peut voir sur le réseau qui sont les mineurs, où est la puissance de calcul et qui passe sur quelle pool. Il faut être vigilant sur ces points, mais c'est une vigilance constante qu'il faut avoir parce que ce qui n'est pas vrai aujourd'hui pourra le devenir demain et vice-versa. En attendant, et surtout sur Bitcoin, si on commence à avoir peur pour des raisons de centralisation, les gens vont enlever de la confiance au réseau Bitcoin. Et en lui enlevant de la confiance, on commence à en vendre. Et quand on vend, on fait baisser le prix. Et c'est une bonne nouvelle sur Bitcoin. S'il devient trop centralisé, les gens vont finir par lui tourner le dos et instantanément, ils vont vendre et ils vont faire perdre de la valeur à tous ceux qui en ont, principalement à ceux qui en détiennent une plus grosse quantité, et donc généralement ceux qui centralisent le réseau. Le réseau Bitcoin est bien fait, de sorte que naturellement, si quelqu'un le centralise trop et quelqu'un met trop d'efforts pour essayer d'en prendre le contrôle, eh bien si le réseau commence à tourner de l'œil, c'est lui qui va être financièrement sanctionné le plus. Le sujet qui est intéressant et qu'on pourrait mettre sur la table, c'est la centralisation du réseau Ether. Si un ETF Ether arrive, il risque d'y avoir une concentration énorme d'Ether, et contrairement à Bitcoin qui a quand même besoin d'un réseau de minage et d'ordinateurs pour fonctionner, Ether, la gouvernance, elle revient à ceux qui ont les jetons. Avoir un Bitcoin, c'est pas le même pouvoir qu'avoir un mineur de Bitcoin aujourd'hui, alors qu'avoir un Ether vous permet de voter et vous permet d'influencer la gouvernance. On pourrait donc imaginer que quelqu'un qui détient beaucoup trop d'Ether est une personne qui a peut-être un petit peu biaisé la gouvernance, et c'est un sujet qu'on va sûrement voir revenir sur le tapis à l'avenir. Salut Asher, penses-tu que les futurs ETF Ethereum auront le même impact que les ETF Bitcoin? C'est très difficile à dire. Pour moi, si
on était quasiment convaincus qu'il y aurait le même impact, les gens en achèteraient encore plus. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Ether a déjà explosé alors que le produit n'existe pas. On ne peut pas savoir s'il y aura la même traction sur un produit comme l'Ether par rapport au Bitcoin. C'est quand même deux assets très différents. Mais malgré tout, il y aura toujours des convaincus. On sait que plus le temps passe, plus les gens découvrent la crypto-monnaie et plus les gens se positionnent. Donc, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que ça peut arriver à d'autres actifs qu'Ethereum? Je dois être franc que les nouvelles règles qui sont en train d'être votées aux États-Unis vont essayer de différencier un peu les projets en deux grosses catégories, les projets plus ou moins décentralisés et les projets plus ou moins centralisés. Et aujourd'hui, à part Bitcoin et Ether, de crédibles et de décentralisés, je vois pas trop d'autres projets. Solana, Ripple, ils pourraient remettre en cause, je pense, des sujets de centralisation. Affaire à suivre. Et d'un autre côté, des projets comme Dogecoin ou BNB, ils vont soit attaquer le côté centralisé de la plateforme, soit attaquer le côté peu crédible du fameux Dogecoin. Donc, je pense que toutes les autres crypto-monnaies après Bitcoin et Ether auraient de solides contre-arguments de la Security Exchange Commission en face d'un listing et d'une demande d'ETF. Encore une fois, c'est ma position aujourd'hui. Le marché évolue, certains de ces actifs vont peut-être se décentraliser ou gagner en crédit, donc c'est le temps qui nous le dira. Ce que je pense de l'interopérabilité du réseau aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a de plus en plus de réseaux, c'est-à-dire qu'une seule crypto-monnaie peut aller dans différentes blockchains, on a besoin de les faire circuler, on a besoin d'utiliser des bridges ou des technologies secondaires, mais des fois elles sont compatibles avec une chaîne et pas avec une autre, donc il y a certains bridges qui nous permettent d'aller d'une blockchain A à une blockchain B, mais pas d'une blockchain C, et du coup on doit revenir sur la blockchain A, bref, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution unique d'interopérabilité. Il commence à y en avoir, mais il faut qu'on définisse un standard, je pense. Je pense qu'on n'a plus besoin de se demander sur quel réseau est-ce qu'on passe. À l'avenir, on va naturellement passer par le réseau le plus sécurisé, le réseau le plus rapide et le réseau le moins coûteux. Peut-être qu'on utilisera 3 réseaux pour ça. Peut-être qu'il y aura un réseau super rapide, un réseau très peu coûteux qui va nous permettre de faire plein de petites transactions et dès qu'on veut immobiliser nos crypto-monnaies et ne pas les toucher pendant un moment, on ira sur le réseau le plus sécurisé et non pas forcément le moins cher, surtout quand on veut immobiliser son argent pendant longtemps. Parce que je dois vous dire que même moi qui aime la blockchain et qui la connais, quand je dois, pour utiliser un protocole, passer par un bridge, utiliser une solution, débloquer mes tokens, les unwrapper pour pouvoir utiliser un protocole, je me dis mais c'est trop dangereux et puis ne serait-ce que les risques de manipulation et de faire plein de transactions ou de tomber sur un faux site. Bref, je pense que c'est un des gros sujets qui doit être résolu et qui n'a pas encore de réponse parfaite aujourd'hui. Owen, que penses-tu de Multiversix? Bon les amis, je vous redirige vers une vidéo de ma chaîne secondaire qui date d'il y a quelques jours, je sais qu'on me la pose beaucoup. De toute façon, quand je parle trop d'une blockchain, on me le reproche, et quand j'en parle pas assez, on me le reproche aussi. Quoi qu'il arrive, j'en avais pas parlé depuis un petit moment, et je vais être franc, pendant un petit moment, il n'y avait pas eu de grosse amélioration. Il y en avait eu, je les ai couvertes, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'entièreté du marché des Layer 1 qui est plutôt calme. Que ce soit Avalanche, que ce soit Polkadot, que ce soit Cosmos, certains disent que c'est un stablecoin, certains disent qu'il a même légèrement des pegs depuis peu, l'atome. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que de manière générale, dans les Layer 1, à part Binance Chain, qui est particulièrement soutenu par Binance, et Solana, qui, pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans une précédente vidéo sur ma chaîne, a eu une grosse liquidité entrante et ont maintenu des beaux records et des belles valorisations de tokens, tous les autres Layer 1 galèrent. Et je vous en ai cité quelques-uns, mais je peux vous en afficher 20 à l'écran, ils sont à peu près toutes dans la même situation. La réalité, c'est la suivante. Globalement, il y a moins d'intérêt sur la blockchain, donc moins de transactions. Comme le réseau Ether et le réseau Bitcoin sont moins chargés, il y a moins d'intérêt de passer par d'autres réseaux. Et quand on passe par d'autres réseaux, il y a aujourd'hui des Layer 2 qui viennent faire concurrence finalement aux Layer 1, surtout les Layer 1 qui annonçaient simplement une plus grosse scalabilité et moins de frais. Donc aujourd'hui, c'est la même situation sur à peu près tous les Layer 1. Et donc, les Layer 1 se doivent d'innover différemment. Là, ça me plaît parce que ça vient challenger, ça vient pousser à l'innovation certains entrepreneurs. Multiversix, j'aime particulièrement déjà parce que je connais l'équipe fondatrice, que je la suis depuis longtemps. Ensuite, parce que c'est vrai que contrairement à certaines blockchains, ils ont toujours eu ces frais qui sont relativement bas et une blockchain suffisamment rapide pour être utilisée. Maintenant, si je devais donner un gros point noir, pour moi, c'est la cross-compatibilité. Le point que je viens justement d'aborder. La plupart des blockchains sont très cross-compatibles. On peut prendre par exemple Avalanche. Rien qu'avec le format EVM, rien qu'avec la sidechain, c'est très compatible avec tous les autres réseaux et ça marche de pair avec Ethereum. C'est vrai que Multiversix est selon moi encore trop isolé. C'est le gros point à régler. Il faut que cette chaîne soit ouverte parce qu'il est pour beaucoup de gens difficile d'y rentrer et d'en sortir. Et donc, ça vient un petit peu isoler l'écosystème. Le deuxième point, c'est le fait que c'est moins connu à l'international que certaines blockchains. C'est très connu en France, très connu en Roumanie, très connu dans quelques pays, mais beaucoup moins de l'autre côté de l'océan. Et ce serait l'un des points de focus, selon moi, pour développer le réseau. Maintenant, j'aime beaucoup MVX. Et quand on regarde vraiment la tech, il y a des choses intéressantes. L'authentification à double facteur, comme Google Authentificator, et qui est on-chain. Les sovereign chains qui viennent d'arriver, qu'on attendait depuis longtemps. Il y avait un retard, mais elles viennent d'être lancées. Et quand on regarde le fonctionnement, ça permet beaucoup de choses. Et ça va permettre des exécutions et des usages sur d'autres blockchains également.
Techniquement, c'est quelque chose qui me plaît. C'est bien fait, c'est bien pensé, ça avance bien. Maintenant, pour moi, il faut quand même qu'il y ait ces deux points qui soient focus pour pouvoir ouvrir le réseau. Et il faut tout simplement être attractif. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent construire sur Multiversix. En attendant, sur le jeton qui a du mal à progresser et sur le nombre de transactions qui stagnent comme pas mal de Layer 1, ça ne me surprend pas plus que ça. C'est des problématiques dont sont assujettis la plupart des Layer 1. En tout cas, j'en ai toujours dans mon bag, ça fait toujours partie des quelques Layer 1 qui sont dans ma liste de favoris. Je suis l'équipe, je vois comment est-ce qu'ils évoluent et j'espère vraiment qu'ils vont reprendre du poil de la bête dans les mois qui viennent. Que penses-tu de la stratégie de MicroStrategy d'ailleurs, qui est d'acheter du Bitcoin pour lutter contre l'inflation? Alors, différentes choses. Avoir un petit peu de Bitcoin dans son portefeuille pour lutter contre l'inflation, je trouve que c'est smart. Si vous êtes un investisseur du monde traditionnel, je pense vraiment que mettre 2, 3, 4, 5% de votre portefeuille en Bitcoin ou en Bitcoin et Ether, c'est intelligent parce que c'est un actif qui est antifragile et qui fonctionne très souvent différemment de la finance traditionnelle. Parfois non, mais si jamais la finance traditionnelle rencontre de vrais problèmes, on peut avoir une bonne surprise et cette petite ligne peut être votre ceinture de sécurité, que ce soit contre l'inflation ou que ce soit surtout contre un marché financier qui pourrait tourner de l'œil. À l'inverse, faire ce que fait MicroStrategy, c'est-à-dire baser 90% de la valeur de son portefeuille juste sur du Bitcoin, moi qui aime Bitcoin, je pense que c'est un pari gagnant à long terme, mais c'est absolument pas quelque chose que je recommanderais à des particuliers. Tout miser sur Bitcoin, c'est tout miser sur quelque chose qui est aujourd'hui encore très volatile, et même si le Bitcoin c'est quelque chose que j'adore et qui selon moi a des chances de se valoriser dans le futur, mettre ses œufs dans le même panier, surtout quand on est un investisseur particulier, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Il faut comprendre qu'aujourd'hui MicroStrategy, c'est ce que les gens attendent d'eux. Le marché s'attend à ce qu'en achetant des actions MicroStrategy, on achète du Bitcoin, c'est le pari. En l'occurrence, il y a les ETF, mais c'est un petit peu différent parce que MicroStrategy peut prendre différentes positions et peut encore faire du levier sur ce fameux Bitcoin, voire même emprunter, donc générer de la dette pour en acheter encore plus. Et donc avoir du Bitcoin, mais avec un effet de levier. Je ne pense pas que ce soit recommandable à un particulier. Maintenant, le Bitcoin est selon moi, oui, une bonne réponse à ces différents risques que le marché financier pourrait avoir. Ceci n'est pas un conseil en investissement, investir comporte des risques de perte partielle ou totale de votre capital et je vous rappelle que tout se fait avec modération. Et malheureusement, investir avec modération, c'est-à-dire attribuer une part raisonnable de son portefeuille sur des cryptoactifs, eh bien ça s'apprend pas du jour au lendemain, il faut se renseigner et il faut également considérer l'entièreté de son portefeuille, le montant total de finances que vous avez et la façon dont vous l'avez déjà diversifié. Sur des actions, sur des métaux précieux ou sur de l'immobilier par exemple. Nvidia détient 80% du marché de l'IA. Est-ce que c'est pas un risque? Je vais être franc, ça n'a pas de rapport avec les crypto-monnaies, mais la question me plaît beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'IA, il y a deux domaines. Il y a l'application de l'IA. On utilise une intelligence artificielle pour répondre à vos questions, ChatGPT, ou alors pour faire des images, Stable Diffusion, ou alors peu importe, on utilise l'IA pour créer un outil. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui explose dans le monde de l'IA, mais qui n'est pas lié à un usage direct, qui est lié à la production. Que ce soit les producteurs d'infrastructures, les producteurs de cartes graphiques, Nvidia explose là-dedans et produit l'outil en fait de l'intelligence artificielle. C'est donc normal que plus il y ait de demandes sur de l'IA, plus Nvidia explose et cartonne en vendant les composants les plus utilisés de ce monde, mais il y a également la location de puissance de calcul. La location finalement d'infrastructures de puissance de calcul. Ça a été d'ailleurs la dernière surprise d'Nvidia au dernier trimestre, ils ont fait encore plus de profit car c'est pas simplement les GPU qu'ils vendent, mais c'est également leur serveur, leur service où on peut aller louer à la minute de la puissance de calcul. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que est-ce que c'est dangereux qu'Nvidia ait 80% du marché de l'IA? Oui. De manière générale, c'est toujours dangereux quand il y a une grosse révolution et qu'il y a une seule entreprise qui se l'accapare totalement, mais de manière générale, ça ne dure pas. Déjà parce que quand vous êtes tout seul, c'est trop rentable pour des concurrents d'essayer de vous concurrencer sur un point précis. Ensuite, quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas être partout. Donc un concurrent qui va se spécialiser sur une fonction va pouvoir faire mieux que vous, et s'il fait mieux que vous, les gens vont passer par lui. Et in fine, il y a le fait que ce ne soit pas uniquement sur des applications, mais bel et bien sur de l'infrastructure. À partir du moment où Nvidia vous a vendu une carte graphique, vous allez l'utiliser pour faire plein d'autres choses et pas forcément accumuler et capitaliser sur le succès d'Nvidia. Donc, est-ce que c'est dangereux? Oui, mais je ne pense pas que ça durera. Et pour le coup, ça ne me surprend pas qu'il y ait une centralisation aussi forte à un moment donné. Comme beaucoup de grosses blockchains d'ailleurs qui se veulent décentraliser en devenir, quand tu commences à lancer une fusée, à un moment, tu as un socle et il faut bien quelqu'un qui s'occupe de ce socle. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Maintenant, il ne faut pas que ça dure et c'est à surveiller. La dernière question. Quand est-ce que le bull run arrive? Les amis, pour certains d'un point de vue financier, il est déjà arrivé. On est dans le top des valeurs de Bitcoin sur le précédent bull run. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas en bull run d'un point de vue des métriques. Et évidemment, pour beaucoup de petits projets, l'intérêt, le fait que tout le monde en parle, le fait que tout le monde l'utilise, qu'il y ait autant d'intérêt envers les sujets crypto, que ce soit dans les médias, que ce soit l'audience, c'est vrai qu'on n'y est pas encore.
c'est une réalité. Pour moi, le marché retail, les particuliers ne sont pas encore en mode euphorie comme on a pu le connaître en 2017 ou en 2021. Malgré tout, d'un point de vue financier et des métriques du marché, c'est déjà un marché qui est en bull run. Il y a déjà eu des métriques folles. Rendez-vous bien compte qu'en un an, Bitcoin est passé de 15 000 $ à 70 000. C'est en effet une explosion de sa valeur d'un point de vue de la bourse et du marché. La vraie question, c'est quelle est cette définition de bull run? Si on parle de l'euphorie humaine et de ce sentiment que tout le monde est dessus et que tout le monde s'intéresse à ce sujet, on n'y est pas encore. Certains pensent que ça va être dans quelques mois, comme le halving vient d'avoir lieu, et qu'on va additionner un levier sur les institutions sans rentrer, les prix des cryptos est déjà haut, et en plus, tout le monde s'intéresse d'un coup à ce sujet, et là, on a un super cycle, une explosion, comme beaucoup voudraient le voir. D'autres pensent que ça va se passer ainsi, mais que d'un coup, Wall Street pourrait vendre, et à ce moment-là, il y aura tout le monde qui va s'intéresser aux cryptos, et on va se prendre une claque monumentale. Et d'autres se disent tout simplement que le marché va se calmer, il va se tasser. Dès qu'il va y avoir un mouvement de hausse, il va y avoir des gros vendeurs, soit dans le marché particulier, soit dans le marché institutionnel. Et donc, on va commencer à tendre vers un marché beaucoup plus mature, beaucoup plus régulé, où les gros actifs sont moins volatiles. Malgré tout, il restera les petites crypto-monnaies qui, elles, peuvent faire des explosions folles. Et on en voit même en ce moment. Quoi qu'il en soit, on n'est pas en bear market non plus. Quelle que soit la définition que vous donnez, on est très loin de ce calme absolu qu'on a traversé en 2018-2019 ou encore en 2022. On est loin de tout ça, le marché avance, il commence à avoir des usages concrets et je pense que si ce n'est pas un cycle purement fou d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique et d'un point de vue des vraies livraisons utiles que la blockchain va permettre de mettre en œuvre, on va être surpris et 2024 et 2025 devraient être des belles années. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu, que c'était des questions dont les réponses sont intéressantes. C'est vrai que je réponds généralement tous les dimanches en live à ce genre de questions, mais j'avais pas pris le temps de le faire pour YouTube depuis presque 1 an et demi, 2 ans. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Abonnez-vous, commentez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certaines questions, ça m'intéresse. Et pour le coup, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. En l'occurrence, j'ai demandé sur Twitter et sur YouTube Community. La prochaine fois, ce sera peut-être Instagram et TikTok sur laquelle je vous demande vos questions. C'était Asher et on se retrouve très vite sur ma chaîne principale et sur mes réseaux pour d'autres contenus. Au revoir!